Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Nous sommes en direct, bonjour à tous, avec Karine Berger qui est parlementaire, tout le monde le sait bien évidemment, bonjour. Bonjour. Spécialiste des questions économiques, et vous avez défendu donc votre point de vue lors du récent congrès de Poitiers. Nous nous retrouvons ce matin tous les deux alors que Manuel Valls vient d'atterrir à La Réunion avec cette inarrêtable affaire de l'avion à Berlin. Est-ce que pour vous, cette affaire est éteinte par le remboursement de 2 billets et par des excuses finalement, une sorte de mea culpa? Je pense que cette affaire est éteinte et elle aurait dû être éteinte encore plus tôt parce que faut quand même être réaliste dans le monde actuel. Des déplacements pour une réunion à l'autre bout du monde dans la journée, tout le monde en a fait, en tout cas les gens qui ont travaillé dans le privé. Comme vous. Alors, il se trouve que j'ai eu cette expérience-là, effectivement, que ce soit des déplacements, y compris en dehors de l'Europe, pour une réunion, ça arrive, et je n'étais pas décisionnaire. Le Premier ministre Manuel Valls peut très bien, et régulièrement sans doute, se déplacer pour une réunion. Après, voilà, il y a eu polémique, je pense qu'il a répondu de manière claire, et que la Donc c'est terminé ce matin? Ah ben j'espère sincèrement qu'on va arrêter avec ce type de Mais fondamentalement, ce qui est intéressant, c'est que l'opposition s'est emparée de cette affaire, mais qu'au départ, les premiers qui ont hurlé en sourdine, c'était quand même vos petits camarades à Poitiers, c'est-à-dire les socialistes. Alors, je suis désolée, Guillaume Durand, je vais corriger ce petit point de vue-là. Les premières personnes qui ont posé des questions, ce sont les journalistes. Oui. C'est-à-dire que c'est notre métier. Non, mais même je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que ce n'est pas les socialistes qui en ont parlé les premiers. C'est bel et bien un échange avec les médias qui étaient présents au congrès de Poitiers. Pendant le week-end du congrès de Poitiers, je vous promets qu'entre les socialistes, on n'en a pas parlé. Ouais. Enfin, qu'ils ont quand même eu l'impression qu'ils le tenaient, ceux qui le détestent. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont un problème relationnel avec Valls et un problème politique avec Valls. Donc le fait qu'on puisse le piéger dans une affaire soi-disant de prévarication et de privilège de la République, ça les arrangeait bien quand on est frondeur et opposé à la politique sociale libérale. Il est probable que la moindre chose qui permet effectivement de créer une polémique politique aujourd'hui soit utilisée de manière assez irresponsable par certains. J'espère que ce n'est pas ceux de mon camp. Alors, question Karine Berger, en rappelant donc que vous êtes parlementaire socialiste et spécialiste des questions économiques. Oui ou non, est-ce que vous allez voter la loi Macron? Alors, en l'état, ça serait difficile parce que la loi Macron est sortie du Sénat, même si elle est actuellement modifiée par la commission spéciale, et à mon avis non acceptable par à peu près toute la majorité socialiste. Le Sénat a modifier profondément notre texte. Oui, 300 amendements. Voilà, et à ce stade, le texte n'est pas votable. Après, il y a une discussion qui s'est de nouveau installée entre le groupe socialiste et les groupes de gauche, évidemment, et le ministre. C'est en commission actuellement, ça sera en hémicycle la semaine prochaine, de mémoire. Donc pour l'instant, vous ne votez pas? Sur le texte du Sénat, non, mais je pense que je suis vraiment pas la seule à ne pas voter le texte du Sénat. À vrai dire, même les socialistes du Sénat n'ont pas voté le texte du Sénat. Bon. Donc, voilà. Donc, il faut absolument qu'il y ait une modification. Après, j'espère que nous n'allons pas nous retrouver avec le même texte que celui issu de la première lecture de la loi Macron et qui avait provoqué un 49.3. Car il est très peu probable que les choses soient modifiées au point Justement, on va essayer d'être clair ensemble. Est-ce que vous considérez quelles sont les arrière-pensées du gouvernement? C'est le texte, première version, plus 49.3, ou est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron va tenir compte de ce que vous allez lui raconter? Et qu'est-ce que vous souhaitez exactement, vous? Il faut que dans ce texte, nous n'ayons pas des éléments qui soient des éléments, on va dire, de rupture avec un certain nombre de principes de gauche. Je vais vous donner un exemple très clair. Il y a toujours et encore un article qui prévoit une défiscalisation des actions gratuites pour l'ensemble des dirigeants d'entreprise. Pas les start-up. À la limite, si c'était limité aux start-up. Voilà. Défiscaliser les actions gratuites des dirigeants du CAC 40. Tant qu'on ne m'aura pas expliqué à quoi ça sert, je serai très mal à l'aise. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Le texte est très long. Il y aura par ailleurs des modifications liées aux annonces sur les PME et les TPE. Bref, savoir aujourd'hui, ce matin, Guillaume Durand, quel sera le texte tel que présenté à l'Assemblée nationale pour le vote, je n'en suis absolument pas capable. Mais est-ce que vous considérez que le 49.3 vous menace? C'est-à-dire que si à un moment les conversations n'avancent pas, si on pinaille sur tout... Bien sûr, le texte est passé une première fois avec ce 49.3, c'est-à-dire qui empêche le vote de l'Assemblée, il est à ce stade presque plus probable que ce soit de nouveau un 49.3 qu'autre chose. Beaucoup de gens considèrent qu'effectivement, sur le plan économique, il y a une partie de la gauche, parle même de celle qui est à l'intérieur du Parti socialiste, qui délire complètement sur le domaine, enfin dans le domaine économique, et qui essayent de, comment peut-on dire, de rêver une économie qui n'existe plus, c'est-à-dire une autre version du monde. Est-ce que vous croyez que ces critiques ne sont pas recevables?
Parce que là, vous n'avez de défendre des principes. Non, c'est pas des principes. Ce ne sont pas des principes. La petite différence peut-être entre les principes et la réalité, c'est quand on a eu la chance, comme moi, de participer à la direction d'entreprises assez grosses d'ailleurs, internationales, on voit bien quand même que le libéralisme... Parce que comme les gens ne sont pas au courant forcément... Enfin, je sais pas, parce que je ne veux pas les engager dans une discussion politique. Il s'agissait de l'Air Hermès, l'assurance crédit. On n'est pas en train de choisir entre le libéralisme sans aucune règle et puis de l'autre côté une sorte de pouvoir d'État qui réglementerait tout. L'approche aujourd'hui moderne de l'économie, c'est une régulation par l'État pour que les marchés fonctionnent. Donc laisser donner l'impression qu'il n'existerait qu'une seule version de la politique économique qui serait la dérégulation totale est faux. Et d'ailleurs, est-ce que vous croyez que c'est la tentation Valls-Macron-Hollande, la dérégulation totale? Non, je ne crois pas que ce soit la tentation de Manuel Valls, encore moins de François Hollande. Après, les positions d'Emmanuel Macron sont plus libérales, clairement, que la plupart de celles qui sont défendues aujourd'hui. Mais par exemple, si on prend un cas qui nous concerne tous, c'est-à-dire vous, moi et ceux qui nous écoutent, qui est le cas du chômage. Vous savez très bien que l'assouplissement du marché du travail, c'est quand même la grande réponse qui a été donnée dans toutes les grandes parties du monde, même si cette flexibilité qu'on trouve dans le Nord est assortie de droits sociaux qui sont conséquents. Mais en tout cas, la flexibilité, c'est oui partout. Alors écoutez, je suis navrée, mais si vous prenez l'Allemagne, qui est quand même souvent notre grand partenaire cité, il y a peut-être un débat sur la façon dont ils ont géré les salaires pendant 10 ans, mais certainement pas sur la façon dont ils ont géré le code du travail. La protection du travail en Allemagne avec des salaires à 1 000 euros. Mais c'est bien pour ça que je dis que la question de la libéralisation du marché du travail, ou en tout cas de la dérégulation du marché du travail, n'est pas, loin de là, la seule solution qui a été trouvée pour faire baisser le chômage. Quand vous entendez, pardonnez-moi de jouer les étonnés. Non, mais quand vous entendez les patrons dire il y en a marre des prud'hommes, il y en a marre des gens dont on ne peut pas se séparer, il y en a marre justement de la réglementation du code du travail, vous l'avez vu comme moi, c'est gros comme ça, on a l'impression que c'est complètement brillant. C'est pas simplement un réflexe, j'allais dire, de personnalité de droite libérale, c'est aussi un réflexe de bon sens. Il y a une formule de Benoît Hamon que j'ai trouvée assez drôle, qui a dit dire qu'il suffirait de faciliter la séparation de CDI pour créer d'emplois, c'est comme dire qu'il suffirait de faciliter le divorce pour faciliter les mariages. On n'a pas aujourd'hui de blocage massif dans l'engagement de personnes sous CDD ou sous CDI pour des raisons de séparation. On a un problème tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de chiffre d'affaires et de croissance économique, et je comprends parfaitement les chefs d'entreprise qui, n'ayant pas de perspective, n'ont pas l'intention d'embaucher. Bon. Après, il y a un certain nombre de cas ultra minoritaires qui peuvent pourrir la vie de certains chefs d'entreprise. Je ne crois pas... L'administration? Non, je parle des licenciements. Je ne crois pas qu'abandonner la notion de licenciement abusif, comme c'est à ce stade un peu proposé, peut remettre vraiment... n'est pas en soi une sorte de version extrême de résolution des problèmes existants. Je rappelle, Karine Berger, donc, que vous connaissez bien les problèmes économiques. Quand vous avez lu la tribune de Montebourg et Pigasse, vous avez pensé quoi? Lamentable. J'ai pensé lamentable, c'est-à-dire que... Parce qu'eux, ils disent, au fond, on va au désastre, et non seulement c'est un désastre économique, Montebourg a publié dans Mediapart l'essentiel des propositions qu'il faisait, parce qu'on lui dit beaucoup, un peu comme Sarkozy dit à Fillon, pourquoi tu es resté? Lui, il dit, je suis resté parce que j'ai fait des propositions à chaque fois différentes, qui ont été à chaque fois retoquées, je les ai publiées dans mes Mediapart pour qu'on ne pense pas que je raconte n'importe quoi. Et j'ajoute, pour être complet, parce qu'il faut être précis, au fond, dans le mot désastre, il y a aussi cette idée que la gauche sera responsable de la montée du Front National sur le plan politique. Pourquoi j'ai dit lamentable? Parce que Arnaud Montebourg, non seulement a quand même participé à la construction de la politique économique qu'il est en train de critiquer de manière violente. Oui, enfin, je le rappelle quand même, c'est pas mais bon. Lui dit que c'est pas vrai. Il dit j'étais là, mais j'ai proposé autre chose. Dans ce cas-là, il fallait qu'il se manifeste un peu plus tôt avant de se faire inviter à sortir. Mais surtout, il se trouve que le jour où il publie ce texte, on est encore en plein congrès socialiste où justement on débat de ça en interne. Ce que les Français ne comprennent plus du tout en matière politique, c'est que chacun s'exprime à U et à dia selon ses envies du matin, alors même qu'il existe des structures qui permettent ce débat. Je n'ai pas compris du tout la position d'Arnaud Montebourg sur cette tribune. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même derrière tout ça l'idée que si François Hollande est obligé de renoncer par le lasso qui s'est mis autour du cou pour des raisons de chômage, Montebourg reviendra face à Valls dans une primaire qu'on peut imaginer difficilement, puisqu'il faudrait avoir le temps de la préparer, ce qui n'est pas le cas. Franchement, Arnaud Montebourg, avec les attaques sans coordination politique qu'il fait à l'égard de son propre camp, n'aurait, je le crois, aucune chance de se présenter à une primaire aujourd'hui. Dernier point, Karine Berger, en rappelant qu'on est en direct sur Radio Classique et LCI.
Il n'est pas le seul, Montebourg. Il y a Madame Duflot qui continue à faire des siennes à propos des migrants, le Waterloo, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à tirer contre leur camp? Les positions du groupe Europe Écologie Les Verts sont des positions qui sont des positions à la fois de partenaires de la majorité, mais enfin, je rappelle quand même qu'ils ne participent pas au gouvernement aujourd'hui. Donc, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas mélanger tous les sujets. C'est même pas Les Verts, parce que De Rugy n'est pas d'accord avec elle, c'est elle. Je ne vais pas en plus gérer les problèmes à l'intérieur du groupe Europe Écologie Les Verts. J'ai dit simplement que l'expression de Cécile Duflot, sans doute excessif, mais on la connaît suffisamment pour savoir que tout ceci est bien maîtrisé, n'est pas une remise en cause de la majorité de l'Assemblée nationale. Il y a simplement nécessité au sein de la majorité de rappeler qu'il y a un certain nombre de principes, y compris sur l'accueil migratoire, chose que Bernard Cazeneuve reconnaît totalement. Merci beaucoup Karine Berger d'être venue ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Nous allons retrouver nos camarades DMI de LCI et retrouver donc Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique. Donc bonne journée. Merci.